Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de votre journal qu'on entame avec les titres de l'actualité. L'Algérie a pris connaissance de la dénonciation par les autorités maliennes de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, une décision dont les conséquences impacteront le Mali ainsi que toute la région. La Cour internationale de justice saisie par l'Afrique du Sud a hier rendu son verdict au sujet du génocide sioniste à Gaza, où vit au sud du monde entier. Des mesures immédiates doivent être prises pour aide et assistance aux Palestiniens, une décision félicitée par de très nombreux pays. Histoire et patrimoine, nous vous parlerons du Qsar de Ouargla, un joyau d'exception, un site dont les ruelles révèlent les secrets d'une cité jalousement préservée par ses habitants. Un reportage est à suivre. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. L'Algérie a pris connaissance avec beaucoup de regrets et une profonde préoccupation de la dénonciation par les autorités maliennes de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. C'est ce qu'a indiqué hier le ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger dans un communiqué. L'Algérie prend acte de cette décision dont elle tient à relever la gravité particulière pour le Mali lui-même, pour toute la région qui aspire à la paix et à la sécurité. Walid Sari et Melika Bellal. La condamnation par les autorités maliennes de l'accord de paix et de réconciliation, fruit du processus d'Alger, est incompréhensible. Il s'agit même d'une démarche qualifiée d'imprudente, pouvant engendrer des conséquences graves sur le Mali et sur toute la région en quête de paix et de prospérité, mais également sur l'ensemble de la communauté internationale qui a investi beaucoup de ressources pour aider le Mali à retrouver la stabilité à travers la réconciliation nationale. L'Algérie, qui n'a jamais lésiné sur les moyens pour la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation au Mali, issu des négociations d'Alger, exprime son regret et sa profonde préoccupation suite à la condamnation des autorités maliennes de cet accord. À cet effet, il incombe aux Algériens de clarifier la vérité auprès du peuple malien frère et de le convaincre que la longue liste des demandes présentées pour soutenir la prolongation de l'accord n'a absolument aucun lien avec la réalité, que ce soit de près ou de loin. Le communiqué du ministère des Affaires étrangères a ajouté que de telles décisions rejetées ont déjà prouvé par le passé que l'option militaire est la première menace pour l'unité et l'intégrité territoriale du Mali et qu'elle porte en elle les germes d'une guerre civile dans le pays, entravant ainsi la réconciliation nationale au lieu de la favoriser. L'Algérie n'a pas caché son inquiétude face aux autorités maliennes qui avaient préparé cette décision depuis 2 ans après avoir montré une réticence dans la mise en œuvre de l'accord et avoir remis en question l'intégrité de la médiation internationale, classant les signataires de l'accord reconnus selon les traditions et les conventions comme des chefs terroristes. Leur demande de retrait de la MINUSMA, l'intensification récente de leur programme d'armement financé par des pays tierces et le recours à des mercenaires internationaux, toutes ces mesures systématiquement mises en œuvre ont soigneusement préparé le terrain à l'abandon de l'option politique au profit de l'option militaire comme moyen de règlement de la crise malienne. Le communiqué conclut en affirmant que le Mali a toujours besoin de sécurité et de réconciliation et qu'en aucun cas il n'a besoin de solutions précédemment rejetées et ayant causé des ravages et des souffrances dans le passé. Répéter les erreurs passées signifie prolonger la tragédie et le chagrin de l'État malien et de son peuple frère. Le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, a depuis hier au Ghana, où il participe en sa qualité de représentant du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à la 2e édition des dialogues sur la prospérité de l'Afrique qui se tient dans la ville d'Abouri, en République du Ghana, avec comme thème « Construire un marché unique africain, prévision et responsabilité des dirigeants politiques et des responsables économiques ». L'Algérie a pris connaissance avec intérêt du prononcé de la Cour internationale de justice à propos de la requête déposée par l'Afrique du Sud en relation avec la commission d'un crime de génocide à Gaza, relevant que cette décision témoigne de la justesse de l'initiative du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a été le tout premier chef d'État à appeler à une saisine massive des instances juridictionnelles internationales de la multiplicité des crimes réprimés par le droit international humanitaire perpétrés par les forces d'occupation sionistes à Gaza,
Dans le même sens, l'Algérie renouvelle sa haute appréciation et son soutien à l'Afrique du Sud pour sa saisine de la CIJ qui vient de reconnaître de manière éclatante le bien fondé de sa démarche. L'Algérie considère que le prononcé de la Cour internationale de justice annonce le début de la fin de l'ère de l'impunité dont l'occupation sioniste a longtemps tiré bénéfice pour donner libre cours à son oppression du peuple palestinien et à la répression de l'ensemble de ses droits légitimes, relevant que l'Algérie prend acte des mesures provisoires ordonnées par la Cour internationale de justice, à propos desquelles l'entité sioniste doit répondre à la Cour dans un délai d'1 mois. La mission permanente d'Algérie auprès des Nations Unies a été instruite par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de demander une réunion du Conseil de sécurité dans les plus brefs délais, en vue de donner un effet exécutoire au prononcé de la CIJ sur les mesures provisoires qui s'imposent à l'occupation sioniste. La Cour internationale de justice saisie par l'Afrique du Sud a hier, donc vous le savez, rendu son verdict au sujet du génocide à Gaza perpétré contre des civils innocents aux vies au sud du monde entier. Si la CIJ a ordonné de prendre des mesures immédiates pour fournir des services de base et de l'aide humanitaire aux Palestiniens, elle n'a toutefois pas statué du cessez-le-feu. Bedi Amarni. La décision tant attendue de la plus haute juridiction de l'ONU est rendue publique, appelant l'entité sioniste à faire tout son possible pour empêcher tout acte de génocide dans la bande de Gaza et à laisser entrer l'aide humanitaire sans pour autant ordonner un cessez-le-feu. L'entité sioniste doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour permettre la fourniture des services de base et de l'aide humanitaire dont les Palestiniens ont un besoin urgent pour faire face aux conditions de vie défavorables auxquelles sont confrontés les Palestiniens, a statué la Cour internationale de justice. Par ces motifs, la Cour indique les mesures conservatoires suivantes. 1. Par 15 voix contre 2, l'État d'Israël doit, conformément aux obligations lui incombant au titre de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir la commission, à l'encontre des Palestiniens de Gaza, de tout acte entrant dans le champ d'application de l'article 2 de la Convention. Selon des témoignages recueillis par Canal Algérie, des politologues et des militants des droits de l'homme palestiniens, cette décision est au-deçà des attentes des Gazaouis et de toute la communauté internationale qui exige un cessez-le-feu. Certes, nous étions sûrs que les massacres que subissent les Palestiniens à Gaza ne seraient pas qualifiés de génocide. Néanmoins, l'espoir était fort pour une décision claire qui mettrait fin aux massacres et aux bombardements à Gaza. Une attente qui n'a malheureusement pas été satisfaite devant le tribunal. Ici, l'attente était grande et la déception au rendez-vous, car il n'est pas question d'un cessez-le-feu immédiat ou d'ordonner l'arrêt du génocide. La décision prise aujourd'hui est importante dans l'histoire de la cause palestinienne. C'est même une victoire pour les Palestiniens, car la plainte introduite a été acceptée. C'est un véritable coup politique, stratégique et juridique pour l'entité sioniste. Cette décision prise à l'unanimité par les juges démontre que cette justice prend ses responsabilités juridiques et que l'entité sioniste sera, tôt ou tard, condamnée par la Cour pénale. Le jugement a été symbolique, imposant des mesures d'urgence et l'acheminement des aides à Gaza. Cependant, jusqu'à présent, il n'a pas abouti à l'arrêt total des hostilités, ni à obliger l'entité sioniste à cesser le génocide. Il est crucial que des mesures strictes soient mises en place pour contraindre l'entité sioniste à arrêter ces crimes. Les décisions des instances internationales doivent être fermes et libérées de l'influence sioniste. Le retard de la Cour internationale de justice à émettre des résolutions contraignantes contre l'entité sioniste risque de pousser la situation vers une guerre régionale. Ce que personne ne souhaite d'ailleurs. Face à une véritable extermination du peuple palestinien, des actions décisives et courageuses sont nécessaires pour endiguer ces atrocités. Pour rappel, la procédure a été intentée par l'Afrique du Sud qui affirme que l'entité sioniste viole la Convention des Nations Unies sur le génocide de 1948 établie au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. La CIJ ne se prononce pas sur la question de savoir si l'entité sioniste commet un génocide à Gaza. Ce volet de la procédure peut prendre des années.
Je propose à présent d'écouter les impressions de Gilles Devers, avocat dédié à la cause palestinienne. Il s'est exprimé suite au prononcé de la Cour internationale de justice quant à la requête déposée par l'Afrique du Sud contre le génocide commis par l'entité sioniste à Gaza. Cette décision, c'est vraiment le mieux que pouvait faire la Cour. Je n'ai absolument aucun doute sur ce plan et on peut le voir par toute une série de points. Il faut d'abord bien voir quand même la réactivité de la justice. En un mois de procédure, on arrive à une ordonnance très motivée qui reconnaît qu'il y a la commission d'éléments de génocide et qui prend un ensemble de plans. C'est très rapide et c'est une réactivité de la justice qui est remarquable. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dans le contexte palestinien qui est une violation des droits depuis 1917, c'est pas une ordonnance rendue au bout d'un mois qui va tout régler, comme si une pièce est noire, on allume l'électricité, tout d'un coup il y a la lumière de partout. Ça se passe dans un processus et cette décision est intéressante parce qu'elle prend des mesures concrètes et parce qu'elle met en place surtout un très bon cadre d'analyse. Le troisième point, c'est celui des preuves. Un procès se fait d'abord sur les preuves et on nous opposait, on peut rien faire parce que c'est la guerre, c'est compliqué, on ne sait pas ce qui se passe. Et la Cour, elle dit, allez hop, là, circulez. On a les travaux de l'ONU, la remarquable administration de l'ONU, qui est une administration au service de l'humanité et qui est sur place, qui prend des notes. Et l'ordonnance prend en compte les travaux des administrations et les travaux des responsables des administrations, OMS, UNICEF, UNRWA, OCHA et également le secrétaire général. Donc cette administration qui est décriée est le meilleur moyen de preuve. Ensuite, sur l'argumentaire de fond, qu'est-ce qu'on opposait toujours? On nous opposait toujours à l'action du peuple palestinien, processus d'Oslo, terrorisme et légitime défense. Hop, là, tout a circulé. Hier, il n'y a rien de ça. La légitime défense, on n'en parle pas. Le processus d'Oslo, c'est out. On est dans le droit international, on n'est pas dans le bilatéral. Et le Hamas terroriste, il n'y a pas le mot de terroriste dans l'ordonnance. Et donc tout ça, c'est très très intéressant. Ensuite, il y a une déception qui est très utilisée pour affaiblir la décision. Et il faut que les gens fassent attention, il faut bien être réactif. Une décision de la CIJ suite à laquelle les réactions de par le monde ont fusé. Nombreux ont été les pays à féliciter cette démarche et espèrent qu'elle soit un développement considérable pour que l'entité sioniste cesse tout bombardement dans la bande de Gaza et mette fin au génocide auquel nous assistons depuis le 7 octobre dernier. Yasmine Messoudi. Les réactions internationales ont afflué peu après la décision historique de la plus haute juridiction de l'ONU, appelant l'entité sioniste à prendre toutes les mesures en son pouvoir pour éviter un génocide à Gaza. Le ministre sud-africain de la Justice et des Services correctionnels a déclaré que son pays espère que l'entité sioniste respectera l'arrêt de la Cour internationale de justice des Nations unies et prendra des mesures pour empêcher les actes de génocide. Plusieurs pays arabes ont félicité la décision historique de la Cour internationale de justice, appelant la communauté internationale à demander des comptes à l'entité sioniste pour ses violations systématiques du droit international, considérant cette décision comme un développement important qui contribue à isoler l'entité sioniste et à dénoncer ses crimes dans la bande de Gaza. Des décisions considérées par les Palestiniens comme favorables à leur cause, qui mettent en lumière la véritable nature de l'occupation sioniste, responsable d'atroces crimes génocidaires. Les Palestiniens accueillent favorablement toutes les décisions condamnant l'entité sioniste et saluent les efforts internationaux, en particulier de la part de l'Afrique du Sud, qui les a soutenus jusqu'à ce qu'ils comparaissent devant la Cour internationale de justice. C'est la première fois que l'entité sioniste se retrouve sur le banc des accusés. Nous espérons que la Cour internationale de justice rendra une décision équitable, capable d'arrêter l'agression en cours à Gaza et de mettre fin au génocide contre les Palestiniens. Les Palestiniens estiment que le système judiciaire n'ait pas besoin de plus de preuves pour affirmer que l'occupation commet des massacres et des atrocités dans la bande de Gaza. Ceci est un message destiné à la Cour internationale et au monde entier. Nous devons exercer une pression sur l'entité sioniste pour mettre fin à cette guerre insensée et permettre le retour des réfugiés chez eux. Nous ne sollicitons rien d'autre. Bien que nous ne puissions pas éliminer l'occupation, il est crucial d'inciter l'entité sioniste à stopper cette guerre dévastatrice.
Selon le ministère de la Santé palestinien, les massacres de l'entité sioniste contre les Palestiniens ont fait plus de 26 000 martyrs, en grande majorité des femmes et des enfants. La mission permanente d'Algérie à New York a entamé, sur instruction du président de la République, les consultations en prélude à la réunion du Conseil de sécurité concernant la décision de la Cour internationale de justice sur le génocide commis par l'entité sioniste à Gaza. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira justement mercredi prochain, 16h GMT, pour se pencher sur la décision de la CIJ. Le ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger avait indiqué hier dans un communiqué que la mission permanente d'Algérie auprès des Nations Unies a été instruite par le président de la République de demander une réunion au Conseil de sécurité dans les plus brefs délais en vue de donner un effet exécutoire au prononcé de la CIJ sur les mesures provisoires qui s'imposent à l'occupation sioniste. L'actualité, c'est aussi le Marzen qui est actuellement au centre d'une enquête majeure sur la corruption, mettant en lumière les liens entre un patron du club de foot El Wydad et un vaste réseau de trafic de drogue, dont des membres d'un parti gouvernemental sont soupçonnés d'avoir facilité ces activités illicites. Une affaire qui, en plus d'avoir engendré des critiques sévères envers les figures politiques impliquées, exemplifie l'ampleur de la corruption au sein du royaume. Malika Bellal. L'arrestation de 2 élus marocains, dont l'un est aussi le patron du club de foot Wydad, l'un des plus importants clubs de football d'Afrique, pour leur participation à un vaste trafic de drogue en Afrique, remet en lumière le fléau de la corruption dans le Marzen. Membre d'un parti au gouvernement, Saïd Nasseri, président du conseil préfectoral de Casablanca, et Abdelnabi Bioui, président du conseil régional de l'Oriental, en détention depuis leur arrestation le 22 décembre, ont été auditionnés par un juge d'instruction. Au total, 25 personnes, dont 20 sont incarcérées, sont concernées par cette enquête. Elles sont soupçonnées notamment de détention, commercialisation, exportation de drogue et corruption selon le parquet. L'implication du Marzen dans le trafic de drogue a été confirmée cette fois-ci par la police espagnole qui a annoncé jeudi l'arrestation d'un baron de la Mokro Mafia, une organisation criminelle d'origine marocaine établie aux Pays-Bas, accusé d'avoir dirigé un réseau de trafic de drogue ayant acquis au moins 172 propriétés dans le sud de l'Espagne. C'est la première fois que 2 figures politiques d'un tel rang sont impliquées dans une affaire de drogue d'une telle ampleur. D'autres élus ont par le passé été poursuivis ou fait l'objet d'enquêtes pour corruption, mais c'est l'affaire de Nasseri et Bioui qui incarne la gravité de l'évolution de la corruption au Maroc. Selon des responsables des ONG, la corruption au Maroc est devenue systématique et chronique. En 2011, les manifestants du mouvement du 20 février s'indignaient déjà ouvertement de la corruption qui semble s'être aggravée depuis. Monnaie courante dans les plus hautes sphères du Marzen, la corruption fait partie des pratiques politiques d'une diplomatie en faillite à l'échelle internationale. En témoigne le mandat d'arrêt international émis à l'encontre de l'ambassadeur du Marzen, Abdelrahim Atmoun, pour des affaires de corruption dans lesquelles sont impliqués des députés du Parlement européen. Un scandale d'envergure qui a secoué l'Europe et mis le Marzen sous les feux de la rampe. L'ambassadeur marocain est accusé de corruption et de pots de vin visant à renforcer l'influence d'un royaume en perte de vitesse à l'échelle régionale et internationale. Le Maroc est à nouveau au cœur de manifestations intenses, des conditions professionnelles accablantes, une dégradation généralisée qui alimente les critiques et laisse les travailleurs en colère envers un gouvernement accusé de négliger les demandes sociales des citoyens. Des centaines de manifestations éclatent à travers le pays, révélant les fissures sociales profondes dont font l'objet les Marocains. Rina Lorari. Au Maroc, la vague de protestations gagne en intensité, mettant le gouvernement d'Akhanouch sous pression face à une crise sociale croissante. Le syndicat national des finances, affilié à la Confédération démocratique du travail, appelle à manifester devant le ministère de la tutelle pour améliorer les conditions professionnelles des travailleurs. Dans ce climat tendu, l'Union nationale des collectivités territoriales et de gestion de Tiznit intensifie la mobilisation, dénonçant la détérioration des conditions sectorielles. Depuis novembre dernier, le secteur des collectivités territoriales est le théâtre de grèves successives dans toutes les villes du Maroc, accentuant les tensions palpables entre les travailleurs et le gouvernement marocain.
Une situation devenue le reflet des profondes fractures sociales et des défis auxquels le ministère de l'Intérieur fait face, pointé du doigt et tenu responsable des impasses dans le traitement des revendications syndicales. Prévu le 8 février prochain, des manifestations et une grève administrative s'annoncent, portant sur des revendications salariales et des améliorations statutaires, avec la mobilisation de toutes les catégories de salariés exprimant leur colère face à un gouvernement accusé de négliger les demandes urgentes des citoyens et de suspendre le dialogue. Tout en allant de l'avant dans leurs revendications, les Marocains sont déterminés à faire de 2024 l'année de la colère. En prévision de la saison estivale et suite au succès des colonies de vacances organisées au profit des pas moins de 900 enfants de notre communauté établie en France l'an passé, le ministère de la Jeunesse et des Sports prévoit en coordination avec la Grande Mosquée de Paris de doubler le nombre de participants cette année. Initiative qui va offrir aux jeunes une opportunité unique de découvrir la richesse culturelle et la beauté de leur pays d'origine. Une réunion a eu lieu entre les représentants des deux organisateurs. Je vous invite à écouter cette déclaration. كما كانت السنة الماضية يعني حملة المخيمات الصيفية لأبنائنا. L'année passée, une campagne de colonies de vacances a été organisée au profit des enfants de la communauté algérienne établie à l'étranger, regroupant 900 enfants venus de France. Cette année, nous prévoyons d'augmenter ce nombre à 2000 enfants en collaboration avec la Grande Mosquée de Paris. Pour cela, nous avons entamé les préparatifs afin de les accueillir dans les meilleures conditions possibles et leur offrir une expérience mémorable ici en Algérie. 10 ans après son dernier sacre continental, la sélection algérienne de handball messieurs disputera sa 14e finale du championnat d'Afrique des Nations en défiant l'Égypte, double tenante du trophée et grande favorite à sa propre succession. Cet après-midi à partir de 17h à la salle principale du complexe olympique du Caire. Après une préparation perturbée quelque peu, notamment après l'éviction du sélectionneur Mohamed Salah Bouchriou, à moins d'un mois du début du tournoi et remplacé à pied levé par Farouk Dehili, les handballeurs algériens ont déjoué tous les pronostics en atteignant la finale de cette 26e édition. Je vous propose d'écouter cette déclaration. Là, on est vraiment concentré sur nous. Dans nos têtes, on est à fond. On va jouer avec le cœur, on va tout donner comme on l'a fait déjà depuis le début de la préparation. Et puis voilà, on va jouer avec nos armes. Et voilà, on a envie de se faire plaisir aussi au peuple algérien qui nous soutient, qui nous envoie des messages de soutien et ça nous fait chaud au cœur. Et voilà, on a envie de le faire aussi pour eux. Inch'Allah, on va ramener la coupe à la maison, comme on dit, pourquoi pas. Et nous, on va tout faire pour la ramener. Les Thermalis, ce salon qui met en avant les vertus de l'eau et les dernières tendances du bien-être, se tient à Paris jusqu'à demain, 28 janvier. Il regroupe les principaux acteurs de la thalassothérapie et du thermalisme. Ava Belouchette. C'est dans un cadre particulièrement feutré, au très chic carrousel du Louvre, que quelques 250 acteurs du secteur thermal se sont donné rendez-vous depuis hier et jusqu'au 28 janvier. Ce salon s'adresse au grand public. C'est la 42e édition du Salon des Thermalis. C'est donc un salon sur la thalassothérapie, le thermalisme, le spa, le bien-être, aussi bien sur le prisme santé que sur le prisme mieux-être et wellness. Un rendez-vous avec lequel l'Algérie renoue cette année avec une présence très forte mettant en valeur ses joyaux dans le secteur. Et cette présence aujourd'hui démontre les efforts et l'intérêt prioritaire accordé par les plus hautes autorités de l'État, avec à leur tête M. le Président de la République. Faut-il rappeler que le secteur touristique est générateur de richesses, d'emplois, et nous y tenons et en même temps permettre de faire connaître le beau pays qui est le nôtre. Et c'est le groupe Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme qui est à la tête de cette opération de séduction envers des cibles au potentiel divers. Faire connaître la destination Algérie et avec tous ses atouts, spécialement, plutôt particulièrement pour le thermal vu que c'est un salon thermal, mais aussi développer la destination Algérie et essayer d'attirer des clients et faire connaître la destination Algérie avec tous les attraits qu'elle a. Reste qu'une catégorie de clients potentiels est particulièrement ciblée. Proposer à nos diasporas établis en France des formules pour qu'ils puissent, pendant leurs vacances, leur séjour en Algérie, venir profiter de nos stations thermales. Donc on a l'ensemble de l'offre thermale ainsi que l'offre thalassothérapie algérienne qui est présente au salon. Et parmi les stations thermales les plus en vue, la presqu'île de Sidi Frej qui associe cadre féerique et qualité de soins.
Les gens ont tendance à confondre. S'il y a un spa en bord de mer, on se dit c'est une thalasso. Non. Nous puisons l'eau de mer à quelques mètres du centre. Nous la traitons et c'est avec elle qu'on fait les soins. Donc ça permet quand même à la personne de profiter au maximum de tous les oligo-éléments qui se retrouvent dans cette eau de mer. Une autre station, celle-ci millénaire, aux vertus reconnues mondialement, Hammam Sroté. L'eau, elle émerge à 97 degrés. C'est une cellule de station qui est connue de deuxième au monde pour sa chaleur. Donc elle est préconisée vu que sa composante chimique, elle est riche, donc elle a des vertus thérapeutiques. On traite avec les maladies rhumatismales, les maladies neurologiques, et les maladies, des affections cutanées, chroniques, et les problèmes de la sphère orale. Au-delà des soins, nos stations thermales varient les offres de bien-être, un autre axe de la politique marketing adoptée par le secteur. Histoire et patrimoine. Bien que portant les marques de plusieurs siècles écoulés, l'Orsal de Ouargla se dévoile comme un joyau d'exception. Les vestiges de son passé subsistent malgré les altérations, révélant l'âme unique de cette cité. Un reportage de Rina Lohari. L'Orsal de Ouargla est le symbole de la ville. Vieux d'environ 1000 ans, il est l'un des rares qsar encore habités en Algérie. Situé au nord de la ville, ce qsar qui s'étend sur une superficie de 30 hectares présente des caractéristiques urbaines et architecturales qui lui sont spécifiques. Avant, plusieurs familles résidaient dans le qsar, où les hommes se consacraient au travail et les femmes prenaient en charge les tâches ménagères. Tout ce dont on avait besoin se trouvait à l'intérieur du souk à la mosquée. C'est triste de voir l'état dans lequel il se trouve actuellement. Nous sommes restés profondément attachés à cet endroit dans lequel nous avons grandi et souhaitons qu'il soit rénové. Nous sommes au niveau du vieux qsar de Ouargla, dont la construction a débuté en 11056 et qui comprend 7 portes distinctes. 3 tribus, les Bni Sissine, les Bni Wagin et les Bni Brahim, cohabitent dans ce lieu historique. L'activité principale de la population est axée sur l'agriculture, marquant une différence avec la vie urbaine. Malgré le dépeuplement progressif du qsar au fil du temps, une partie de ses habitants a choisi d'y vivre et de préserver cet héritage. Ces maisons en cubes et ces ruelles labyrinthiques témoignent de l'ingéniosité des artisans qui ont conçu chaque structure pour résister aux conditions climatiques extrêmes du désert. L'empreinte de l'histoire est présente dans chaque pierre. L'Oqsar, la typologie architecturale, c'est un peu l'ancien noyau historique urbanistique d'Iqsour. Donc c'est une composante qui regroupe les deux typologies de plans à la fois. Son originalité est du fait que c'est une composition au besoin des utilisateurs des habitants. Du point de vue patrimoine, l'Oqsar de Ouargla a été classé en 1996 comme patrimoine national et érigé en tant que secteur sauvegardé en 2008. Grâce à son architecture séculaire, ce vieux qsar est un précieux héritage qui rappelle la prospérité commerciale et culturelle qui a régné dans la région. La rénovation du vieux qsar devient nécessaire afin de préserver ce lieu emblématique du patrimoine culturel et historique. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, les nouvelles du ciel. L'information revient ce soir à 19h avec Nila Arad. Excellent après-midi à vous et à très vite.